une des plus grandes dignités morales de notre pays. Un homme qui, en 2005, a refusé de tourner ses armes contre son propre peuple. Un homme qui a connu la prison, un homme qui a connu la torture, un homme qui a connu la radiation, un homme qui a connu l'exil, mais qui, depuis l'exil, continue toujours de s'engager pour le bien-être des Togolais. Donc un homme qui aurait pu, comme bien d'autres, profiter du système et fermer les yeux. Mais il a choisi de parler, il a choisi de témoigner, il a choisi de résister. Nous recevons aujourd'hui le commandant Olivier Ama. Il a été président d'association, je pense l'association des victimes de torture au Togo, défenseur des droits humains, je dirais même un rescapé, un miraculé de la répression militaire et surtout un citoyen togolais resté fidèle au peuple malgré la violence du régime dont il a été victime. Donc notre entretien, comme je nous l'ai annoncé, va porter sur le thème « Être soldat au Togo, entre survie et engagement démocratique ». Donc nous allons parler de ce que vit réellement un soldat togolais, comment l'armée togolaise a-t-elle été détournée de sa mission républicaine, quel rôle cette armée peut jouer aujourd'hui dans le changement démocratique auquel aspirent les Togolais, et surtout dans le cadre de l'appel que le M66 lance à la population togolaise en général, quel rôle cette armée peut jouer, non pas pour brimer, non pas pour déjà le peuple, non pas pour intimider, mais quel rôle cette armée peut jouer, si cela est encore possible aujourd'hui, que cette armée puisse rentrer dans son rôle républicain et accompagner les aspirations du peuple togolais. Donc ce soir, nous écouterons non seulement un témoin, mais une conscience, une voix qui nous rappelle que la liberté n'est pas seulement un combat politique, mais surtout un choix moral. Monsieur Olivier Poko-Ama, bonjour. Bonjour, docteur Cyril. Très enchanté d'être avec toi aujourd'hui. Très enchanté. Merci. Aussi, très enchanté d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cet honneur. Et je voudrais, à travers ton panel, saluer tous les Togolais qui sont branchés actuellement. Voilà. Le thème, merci. Oui. Le thème est bien choisi par rapport au temps. C'est le timing qui est très bien pour ce thème. Demain, le 8, les Togolais sont invités à sortir dans les rues. Et comme tout le monde le sait, et comme je le dis toujours, l'armée togolaise a été toujours un obstacle pour que tout le peuple togolais puisse... c'est un obstacle majeur pour l'instauration de l'état de droit dans notre pays, le Togo. Voilà, je suis témoin de beaucoup de choses et je continue de parler et à l'armée et à la population. Parce que aussi longtemps que l'armée togolaise gardera cette posture, notre pays va stagner, on n'évoluera pas. Voilà. Mais si toute l'armée prend conscience et aide le peuple, je pense que l'avenir du pays va changer. Vous voyez par exemple ce qui vient de se passer au Bénin, tôt ce matin. À 6h30, sur RFI, j'ai eu l'information qu'il y avait des tirs autour de la présidence. En même temps, je me suis dit que non, ils ne vont pas réussir. Ils ne vont pas réussir parce que Patrice Talon a quand même fait quelque chose pour son pays. Même si à un certain moment, il a verrouillé
le système électoral pour que son candidat passe. Quand même, il faut reconnaître que au Bénin, il y a eu une alternance constante qui a permis au pays de se développer. J'ai dit qu'ils ne vont pas réussir. 3 heures de temps après, un Ivoirien m'appelle. Il me dit, est-ce que j'ai appris ce qui se passe au Bénin? Et je lui ai dit oui, actuellement que la situation est confuse. Hey, mais lui, il était content. J'ai dit non, faut pas voir les choses de cette manière. Et plus tard, vers 13 heures, certains compatriotes m'appellent et je leur ai dit que non, ce groupe d'officiers ou de militaires béninois, en toute sincérité, moi, je ne serai jamais d'accord avec eux parce que le Bénin, quand même, est sur une voie de démocratie et d'alternance. Même si ces derniers temps, Patrice Talon a posé des actes de frustration. Mais quand même, ces problèmes pouvaient être réglés entre hommes politiques. Surtout qu'il y a des anciens comme Soglo et les autres. Mais à un certain moment, il a été dur envers ses opposants. Et moi, je me suis dit que dans quelques mois, en avril 2026, il y aura une autre personne qui va prendre la destinée du Bénin. Cette personne peut ne pas avoir le caractère de Talon. Donc, ayons le courage d'attendre les 6 mois qui viennent et on verra. Voilà, que de sortir, quelques militaires de sortir maintenant, la population béninoise ne sera pas d'accord. En tout cas, la majorité des Béninois. Et jusqu'à ce soir, on dirait que c'est un échec. Voilà, en tout cas, bon, c'est ce que j'ai appris. Jusqu'à ce soir, c'est un échec. Voilà ce que je voulais dire pour entrer dans l'émission. Merci beaucoup. Merci, justement. Donc, commandant, tu as bien fait de commencer avec cette actualité-là. Souvent, quand je reçois mes invités, je commence toujours avec une actualité, un fait majeur actuel et un fait actuel majeur, et c'est celui-là, justement, cette information que nous avions appris depuis ce matin. Mais je pense que, évidemment, c'est un fait actuel qui peut beaucoup nous éclairer, qui peut beaucoup nous interroger. Mais les Togolais ont leur énergie, ont leur esprit concentré sur demain. Demain, le 8, comme tu l'as aussi dit en introduction. Et je pense que nous allons porter vraiment notre attention sur cette date-là, et puis d'autres dates peut-être aussi qui vont s'en suivre. Et si tu le permets, notre entretien, je vais suggérer que ça se déroule en 2 temps. Nous allons, dans un premier temps, aborder les conditions de vie et les contraintes, les réalités internes à l'armée togolaise. Et puis, dans la deuxième partie, dans un deuxième temps, nous allons aborder le rôle que les militaires togolais peuvent jouer dans le processus de démocratisation de notre pays. Tu disais tout à l'heure que l'armée constitue un obstacle. L'armée constitue un blocage institutionnel dans notre cher patrie le Togo, et nous allons avoir tout à l'heure l'occasion de décortiquer tout cela. J'ai quand même des amis aussi au Bénin. Quand les informations ont commencé à circuler ce matin, jusqu'à 30 minutes, même avant qu'on ne commence ce live, je continuais toujours à avoir des informations. Il me semble quand même que les choses sont relativement un peu plus floues et complexes qu'on puisse le penser, mais peut-être d'ici ce soir ou demain, les choses seront beaucoup plus claires et on se situera. Je voudrais plutôt commencer avec un fait anecdotique, en fait, si tu le permets, cher aîné. Oui, vas-y. C'est ça. Je le savais, mais ça a été rapporté d'une autre manière avec Ferdinand Haïté au cours, je pense, ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Il rapportait que de jeunes soldats togolais se plaignent d'être envoyés aux travaux champêtres
par leurs supérieurs hiérarchiques, tout en étant traités de manière irrespectueuse et dégradante. Moi, la conclusion que j'en ai tirée, c'est que cela serait surtout lié au fait à leurs conditions de vie précaires. Qu'est-ce que cette situation que je te présente de façon anecdotique nous signale? Est-ce que c'est réellement la précarité des conditions de vie du soldat togolais? Est-ce que les soldats togolais vivent aujourd'hui dans des conditions précaires ou dans des conditions favorables et reluisantes? Merci, docteur. D'emblée, je dirais que les militaires togolais vivent dans des conditions vraiment exécrables. Voilà, sinon, on n'enverrait pas certains militaires au champ. Voilà, je vais revenir un peu en arrière. Avant les années 90, nous n'étions pas encore dans l'armée, nous étions des enfants de troupes. Et c'était sous le règne du père de Faure Gnassingbé et Adema. Donc avant octobre 90, les militaires allaient au champ. Je pense que c'est dans la région centrale. L'armée avait un grand champ à Lamatessi, dans la zone de Lamatessi, Paréo. Donc, c'est des terres qui ont été arrachées chez les autochtones pour l'armée. Je pense chaque 3 mois, chaque unité, c'est-à-dire chaque régiment envoyait des gens pour cultiver les champs là-bas. Ils faisaient beaucoup de maïs et de mil. Il y a d'autres champs, les champs des Adema que les militaires aussi allaient cultiver. Et avec le début de la démocratie en 90, avec la conférence nationale, certains militaires ont dénoncé cet état de choses. Voilà, ça a mené même les militaires dans certaines casernes à se mutiner quelques jours. Donc, ces petites mutineries avaient pour objectif de crier leur ras-le-bol de la manière dont ils sont utilisés. D'abord, les salaires étaient maigres, on les envoyait au champ, les récoltes étaient destinées à prendre des destinations inconnues. Aussi, en ce moment précis, ils avaient manque de matériel, de tenue, et pour aller également dans les stages, c'était on choisissait des gens par rapport à leur tribu. Pour aller à l'école d'officier, certains étaient laissés sur les carreaux, tout ça là, il y avait beaucoup de problèmes. Donc, c'était la grogne militaire qui avait amené le feu et Adema à revoir ces choses-là. C'est à partir des années 91, aucun militaire ne va au champ. Ce système a été arrêté et les consignes étaient passées de Dapon jusqu'à Lomé. Si un officier envoie quelqu'un au champ, les sanctions devraient tomber. Donc, les choses là n'ont pas existé jusqu'à la mort d'Eyadema, n'ont plus existé jusqu'à la mort d'Eyadema. En 2005. Donc, voilà, avec l'avènement de Faure Gnassingbé, vous savez, Faure Gnassingbé, lui, n'a même pas le temps, en tant que ministre de la Défense, il n'a même pas le temps de s'occuper même des affaires militaires. Et c'est ce qui permet à certains officiers d'abuser de leur autorité. Voilà, certains officiers sont devenus tout puissants. Et bon, le soldat, si tu ne vas pas dans son champ,
il peut mettre un caillou sur toi, tu ne vas plus évoluer, tu n'iras nulle part. Et si tu commets une petite gaffe, il te fout en tôle. Voilà. Donc, ce système de champ, je pense que le système est revenu. Et comme les militaires non plus ne savent pas à qui s'adresser, ils sont obligés d'alerter Monsieur Ferdinand qui fait que je salue au passage, qui fait un gros boulot pour tous les Togolais. C'est ça. Voilà. Donc les militaires actuellement estiment que avec la voix de Ferdinand, ça peut aller loin pour que les officiers qui abusent d'eux arrêtent leur sale besogne. Mais moi, je voudrais leur dire que c'est le moment pour ces soldats de se concerter et de faire entendre leur voix autrement. Parce que ce sont ces frustrations qui amènent les militaires à prendre conscience et à écouter la rue, par exemple. Ils doivent se concerter, en tout cas les militaires patriotes, les militaires qui sont éclairés et qui pourront se concerter et au temps opportun, mais qu'ils se mettent du côté de la population pour faire, je pense, le boulot, pour faire le ménage. Parce que c'est important pour le cas de Togo. Ça fait plus de 35 ans. Le système qui est là utilise les militaires pour boucher tous les compartiments qui pourraient amener le peuple à se doter d'institutions fortes et à faire rentrer notre pays dans un état de droit. Parce que l'état de droit n'arrange pas ceux qui sont au sommet de l'état. Et ce sont les militaires qui sont utilisés pour faire un blocus pour que la population ne puisse pas atteindre son objectif, notamment l'instauration d'un état de droit chez nous. Donc, les militaires ne sont pas bien lotis actuellement. Ils ne sont Parce pas... que sur le plan salarial, oui, c'est ça. Quand vous prenez le dernier soldat qui finit sa formation et qui est intégré dans une compagnie ou dans un régiment, il a un salaire de 45 000. Et 45 000 francs. Lorsqu'on lui ajoute quelques primes, oui, il est à 56 000, je pense. Ce qui dépasse légèrement le SMIC au Togo, c'est ça, non? Le SMIC, je pense que ça devrait être autour de 52 000. Absolument. Donc, voilà. Une différence de 4 000, c'est ça pour une nouvelle recrue dans l'armée? 56 561. Le dernier soldat. D'accord. Voilà, avec 56 000, bon, d'aucuns diront que c'est mieux qu'avant. Puisqu'avant, je dirais que par rapport à aujourd'hui, l'inflation a augmenté au Togo. Oui, tout à fait. Il faut donc les produits sont devenus plus chers. Oui. Les produits sont devenus plus chers. Et pour louer une chambre, une pièce maintenant, ce n'est plus 10 000, hein, ça dépasse 10 000. Alors que ces militaires qui commencent le boulot, souvent ne sont pas logés. Au Togo, les militaires ne sont pas logés. En tout cas, tous les militaires ne sont pas logés. C'est une infime partie des militaires qui sont logés. Alors, si tu le permets, les militaires sont au nombre de combien présentement au Togo? Est-ce qu'on a des données récentes qui nous disent à peu près combien sont-ils sur tous les territoires, en fait? Non, comme vous le savez, l'effectif de l'armée, souvent, c'est resté comme secret défense. Okay. Donc, on peut dire à peu près le nombre.
Oui. Bon, actuellement, l'effectif de l'armée togolaise peut se situer entre 20 et 22 000. 20 et 22 000. Voilà. Dans les années 90, c'était entre 15 et 16 000. Hein. OK. Voilà. OK. Sinon, effectivement, les données qui sont disponibles indiquent, en tout cas, les données que j'ai consultées en 2021-2022 indiquent que ils étaient autour de 18 000. Donc, je pense que oui, si on s'y réfère aux dates récentes que tu avances, c'est possible, justement. Ça fait du sens, justement, qu'ils soient entre 20 000 et 22 000. Ouais. Et là, tu étais en train de nous décrire les conditions de vie d'un soldat togolais moyen en termes de logement, en termes de salaire, en termes de matériel, de soins de santé et tout ça. Donc, c'est ce que tu essayais de nous décrire là. Je te laisse continuer sur ce point. Voilà. Donc, les logements sont presque inexistants. Et cela m'amène à dire à tous les militaires de prendre conscience. Parce qu'il est inadmissible, inconcevable qu'une armée, dans une armée, qu'on ne fasse pas la promotion des logements. Et que les militaires doivent savoir que les regrouper fait partie de leurs droits. Parce qu'il faut les regrouper pour éviter qu'ils soient en insécurité. Vous savez, quand on est militaire, on se dit qu'on a choisi un métier très difficile. Un métier de risque, oui. Voilà. Un métier de risque. Et le militaire se lève tôt le matin pour être au service à 6 heures. Par exemple, au Togo, c'est à 6 heures. À 6 heures déjà, tu dois être au boulot. Et ceux qui sont loin, imaginez, les tracas, motos, tantôt accidents, mort de militaires, et tantôt blessés. Et le militaire ne dort pas suffisamment parce qu'il est loin, parce que le logement est moins cher là-bas. Il est obligé d'aller louer très loin. Voilà. Est-ce qu'il y a des réformes qui ont été prévues pour moderniser quand même les régiments par exemple, les camps, et créer beaucoup de logements pour les soldats? Est-ce que il y a eu quand même des programmes ou des politiques qui ont été quand même pensés dans ce sens-là? Oui, je dirais, entre-temps, j'ai écouté M. Faure même le dire, qu'il va investir dans leur logement. Et je pense il y a 4 ou 5 ans. Hein. Jusqu'à présent, rien. Madame Nyakade est venue, elle a passé 2 ans à la tête du ministère de la Défense. Elle a constaté beaucoup de lacunes. Elle a constaté beaucoup de choses dans la gestion de ce ministère. Mais elle n'a pas réussi. Elle a fait quand même ce qu'elle a pu. Elle n'a pas réussi à transformer ce ministère et à mettre en œuvre certains projets, par exemple les projets de logement. Voilà. En t'écoutant finalement, mais le soldat moyen togolais ne vit pas mieux qu'un civil. Est-ce que mon observation est correcte ou faite à partir de ce que tu partages avec nous? Vraiment correct, et je partage ça avec vous. Le soldat togolais est en difficulté permanente. Même jusqu'aux officiers. Hein? Si tu es officier et tu n'as pas un poste juteux, comme chef-corps, tu ne t'en sors pas. Hein? Tu ne t'en sors pas. Vous prenez par exemple, aujourd'hui, un commandant. Un commandant gagne 200... laisse-moi voir. Oui. Commandant. Un commandant gagne... Quelqu'un qui prend le galon, le commandant fraîchement, gagne 279 000. 280 000. Ouais, 280 000. Voilà. En notre temps, moi,
j'étais commandant avec 5 enfants déclarés. J'étais à combien? 264 000. Voilà. Aujourd'hui, les choses ont évolué. La vie est devenue plus chère. Et M. Faure-Gnassingbé, pour essayer d'amadouer certains officiers, a créé une prime spéciale, par exemple pour les généraux. Sinon, un général de brigade est pratiquement à 500 000 francs CFA. Général de brigade, 500 000 francs CFA, ça fait combien? Ça ne fait même pas 1000 euros, hein? Non, ça ne fait pas 1500. Ouais? Ouais, ça 1000 fait pas euros. 1000 euros. 1000 euros, Ça ne fait pas 1000 euros. Voilà, donc il a créé une prime spéciale pour les généraux. La prime là, je vais te donner le nom de cette prime. Une prime de 600 000. Hein. Une minute, hein, je vais bien voir. Avantage en nature. Voilà. Pour les généraux, avantage en nature, ça fait 600 000. Donc, c'est ce qui fait qu'un général de brigade est à 1 million, 1 million 80, 1 million 100 000. Un général de brigade. Mais arrêtons-nous un tout petit peu, commandant, arrêtons-nous un tout petit peu là-dessus. Mais si les primes venaient à dépasser finalement le salaire de base, déjà cela signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Si déjà les salaires de base sont dérisoires à ce point et qu'on soit obligé de créer des primes spéciales de tel montant, mais qui sont réservées uniquement peut-être à certains généraux ou à certains officiers qui sont loyaux, fidèles, cela montre que il y a une vulnérabilité qui est institutionnalisée quelque part au fait pour mieux manipuler certains corps ou certains dans l'armée. C'est ce que je devine là, c'est ce que je déduis de ça là. Oui, c'est exactement cela. Parce que quand vous prenez le général de brigade qui a aujourd'hui une prime de spéciale de 600 000 francs, quand il part à la retraite, cette prime-là disparaît. Donc, le général qui est à 1 million 100, à la retraite, il revient à entre 350 et 400 000 francs. Ah, mais là, ce que tu dis, là, c'est que, je ne sais pas si nos auditeurs, là, nous suivent bien, si nos internautes nous suivent bien, là, mais ça cache beaucoup de choses, là, parce que, mais on voit, c'est le constat que nous faisons. Il y a beaucoup de généraux, beaucoup d'officiers, même quand ils sont admis à la retraite, ils ne vont pas à la retraite. On ne sait pas comment leur situation est traitée après, mais ils font tout quand même pour être maintenus encore au poste. Donc, est-ce que quelque part, c'est une lutte contre cette régression, c'est-à-dire le fait d'être admis à la retraite et puis finalement de retrouver un salaire encore plus dérisoire que le salaire qu'on avait au départ? Est-ce que c'est pas une lutte finalement contre ça? Oui, avant de revenir à cela, je suis en train de voir un internaute qui pose la question si c'est vrai ça, un commandant qui gagne 280 000. Et je voudrais dire à tout le monde que nous, on ne parle pas en l'air. Tout à fait. Ouais. Parce que j'ai devant moi ici le barème de solde des forces armées togolaises, applicable à partir du 1er juillet 2015. Voilà, donc cela veut dire que après notre départ, il y a eu une certaine amélioration à partir de 2015. J'ai ça devant moi ici. Donc je ne parle pas en l'air. Voilà. Et n'oubliez pas que je suis un gendarme. Et un gendarme, c'est le gendarme par essence est un agent de renseignement. C'est ça. Et puis aussi, Voilà. il faut dire normalement, dans les pays francophones. Dans les pays francophones. Et le gendarme, c'est le gendarme qui renseigne l'état-major. Et le gendarme ne renseigne pas l'état-major pour renforcer ou aller
renforcer un pouvoir politique. Les gendarmes renseignent le chef d'état-major ou l'état-major pour que l'armée puisse servir tout le pays, toute la nation dans les normes. Parce que les gendarmes fait quoi encore? Les gendarmes veillent à l'application des lois de la République. C'est ce que les gens oublient. Vous savez, nous sommes dans une dictature chez nous. Et toutes ces choses-là sont dévoyées. On les regarde même pas parce qu'on est concentré sur la conservation d'un système. Voilà. Il suffit que tu sois un gendarme ou un militaire éclairé, tu es tagué et on te met sous éteignoir parce que l'anticipation au sein de l'armée togolaise est très, très, très poussée. Voilà. Voilà, et justement, déjà, les éléments qui ressortent de ce début d'entretien avec toi, cher aîné, montrent quand même que il peut y avoir, et il y a des fois des abus, des frustrations dans l'armée, et ce sont des choses sur lesquelles on aura l'occasion de revenir un tout petit peu, parce que même bien avant la mort du président Gnassingbé Eyadema, tu semblais parler de quelques mutineries, quelques grognes par rapport à ces abus-là. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais je signale à nos auditeurs qu'il y a certaines informations sensibles ou qui peuvent être sensibles sur lesquelles je ne chercherai pas vraiment à te relancer directement ici en live. Je signale aussi que depuis que nous avons commencé les entretiens avec des invités spécialisés, moi et ma petite équipe qui est derrière moi, nous avions pris la décision d'enregistrer et de retranscrire tous les entretiens et de les garder comme des archives parce que nous ne savons pas comment les choses vont avancer. Nous savons que notre lutte jusqu'à aujourd'hui est très longue. On ne sait pas si elle sera encore longue. Toutes nos prières et que ce régime puisse tomber dans les semaines, dans les mois qui viennent. Donc, ce sont des traces que nous laissons parce que on sait aussi que les faits sont falsifiés après. Donc, ce sont des choses que nous laissons quand même en archive pour notre génération et les générations qui viennent. Donc, voilà, c'est un devoir que nous nous sommes donnés et c'est pour ça justement que nous faisons l'effort d'accueillir toujours et toujours des invités que nous estimons objectifs et qui ont vécu vraiment des choses réelles et qui ont gardé quand même une éthique, une droiture, etc. Donc, la question suivante que j'ai pour toi, cher commandant, c'est au regard de la façon dont l'armée a évolué jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut dire que la structure de commandement dans l'armée togolaise, est-ce qu'on peut dire que c'est une structure professionnelle? Est-ce que vraiment notre armée est professionnelle, professionnalisée? Est-ce qu'elle est politisée ou est-ce qu'elle est clanique? Finalement, comment est-ce que le commandement au sein de l'armée, comment est-ce que tu le décrirais, ce commandement finalement? Non, en toute sincérité, aucun haut commandement au Togo n'a été professionnel. Le haut commandement dirigé, leur première mission, c'est de protéger Fort Gnassingbé. Voilà, c'est ça, protéger Fort Gnassingbé et maintenir le silence au sein de l'armée, le silence qu'ils appellent cohésion, maintenir la cohésion au sein de l'armée et amener tous les militaires à regarder dans la même direction et surtout faire l'éloge de M. Fort Gnassingbé et de se mettre à sa disposition, de se coucher pour lui. Donc, c'est pas professionnel. Si l'armée togolaise était professionnelle, par exemple pour demain, pour les manifestations prévues par le peuple togolais, par les mouvements des jeunes demain, on n'aurait pas consigné toute l'armée.
dans les casernes depuis Là, vendredi. c'est toutes les armées c'est toute l'armée qui est consignée, c'est ça, dans les différentes casernes, c'est ça? C'est ce que nous apprenons. C'est ce que nous avons appris aussi. Donc, on a appris Voilà. que c'est jusqu'au 15 décembre, là, pour l'instant. Mais là, justement, ma question, c'est de savoir si c'est vraiment toutes les casernes qui sont consignées, quoi. Souvent, c'est toutes les casernes qui sont consignées parce que, vous savez, la fois dernière, les manifestations étaient presque éclatées dans les quartiers. Donc, quand vous prenez l'armée du Togo, chaque unité a son secteur. Donc, aujourd'hui, ils sont tous consignés pour surveiller leur secteur et mater toute contestation. Voilà. Donc, si l'armée togolaise avait un caractère professionnel, elle n'aurait pas consigné les militaires. Mais par contre, les gendarmes, on peut consigner les gendarmes et les policiers parce que c'est leur devoir de maintenir l'ordre. Ça, c'est eux qui s'occupent de l'ordre, c'est ça. Et étant donné que les militaires, déjà 6 heures du matin, ils sont dans les casernes, et voilà, on n'a pas à les consigner. C'est un abus. C'est pour cela que j'ai dit que on continue d'utiliser l'armée togolaise pour la conservation du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et cela a été toujours le cas, c'est ça, cela a toujours été le cas depuis. Cela a été toujours le cas. C'est pour cela, en 2013, pour la première fois, et c'était sur une radio de la place, j'ai lancé un appel à tous les militaires du Togo de prendre conscience. Parce que, bon, quand tu es dedans, souvent, on ne voit pas grand-chose. Mais nous qui étions dedans et nous sommes maintenant à l'extérieur, nous sommes mieux placés pour leur envoyer des messages. Oui. Je leur ai dit, il faut carrément se comporter en patriote pour changer le Togo, contribuer à changer le Togo. Sinon, on n'évolue pas. On n'évolue pas. Si vous prenez certains pays, par exemple le Ghana a été propulsé par un militaire. Voilà, le militaire, c'est quelqu'un qui est un homme hors du commun, très réfléchi, s'il est patriote, et quand le pays va dans le gouffre, ils font des réunions au haut niveau pour décider. Et personne dans le haut commandement ne doit ramer à contre-courant parce que tout le monde est conscient que le pays, ça ne va pas. Aujourd'hui, quand vous prenez le Togo regorge de beaucoup de richesses, mais la pauvreté, elle est là, la misère, elle est pratiquement dans toutes les maisons. Pourquoi ça? Ça doit faire l'objet d'un débat au haut commandement parce que tous ces officiers-là sont parés de diplômes. Hein. C'est des gens qui sont diplômés de CID, c'est-à-dire cours interarmées de défense. Qu'on appelle communément l'école de guerre. L'école de guerre, si on veut comparer ça avec l'éducation nationale ou les études non militaires, cela peut équivaloir à quoi? À un docteur. C'est un bac plus 8, c'est ça? Oui, un docteur en matière, en termes militaires. Moi, par exemple, je suis diplômé d'état-major. On peut considérer que j'ai un master 2 dans le domaine militaire, surtout de la gendarmerie. Vous prenez un capitaine, c'est pratiquement master 1, puisque pour devenir officier complet, il faut 3 ans. Après les 3 ans là, c'est comme tu as la licence, en matière militaire. Voilà, donc c'est des intellos, des intellectuels. Mais quand ils quittent les écoles, ils arrivent au Togo, on dirait que nous sommes dans quelque chose que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas. À cause de quoi? À cause de cette solidarité, je dirais, communautaire.
Le président, il ne fait pas bien. Mais nous n'avons rien à dire parce qu'il est un des nôtres. C'est ce qui fait que notre pays, c'est ça le vrai problème chez nous. Et il y a un noyau dur. Le noyau dur est là. Par exemple, je dirais, Amran, par exemple, c'est le noyau dur qu'il a traité. Et ce noyau dur ne veut rien comprendre. Le pouvoir va à gauche, c'est pas leur problème. Le pouvoir ne fait pas bien, c'est pas leur problème. Il faut continuer par protéger. Voilà, c'est ce que nous dénonçons. Et que ce noyau dur est connu des militaires. Et c'est ça qui fait que notre pays n'avance pas. Est-ce qu'il y a une allégeance qui est faite de façon explicite ou implicite à ce noyau dur-là? Et ce noyau dur, est-ce qu'on peut dire qu'il présente des caractéristiques... Ouais, docteur, c'est pas une allégeance, c'est pas une allégeance, c'est la peur. C'est la peur? Oui, parce que ce noyau dur peut décider même de t'éliminer. C'est la peur. C'est pas une allégeance. C'est la peur. Quelque part... Oui, vas-y, s'il te plaît. Il y a la peur, il y a d'autres officiers qui sont obligés de s'approcher d'eux, ou quand on les appelle, souvent le noyau dur choisit les officiers ou les soldats les plus zélés. Les soldats en qui on sent une certaine fierté à protéger le régime. Et ils sont en même temps appelés, hein? Appelés. Par exemple, pour être de la sécurité de Fort Gnassingbé, il y a des critères. Oui. Pour être chef-corps, il y a des critères. Il y a par exemple certaines unités qu'on donne, on ne donne pas à ces unités-là à n'importe quel officier. Voilà. Donc, tout est fait pour amener l'armée dans un système, dans un canevas. C'est ce que nous dénonçons. L'armée togolaise dans un système doit changer de mentalité et l'armée togolaise doit apprendre à se mettre à la disposition de toute la nation et non à la disposition d'un seul individu. D'un seul individu. Voilà. Je posais la question entre-temps, je ne sais pas si c'est une question naïve, mais je ne le pense pas vraiment. Évidemment, on ne va pas rentrer dans les critères, exposer ici les critères, mais doit-on quand même penser que c'est un noyau qui présente quand même des caractéristiques ethnico-claniques, par exemple? Vous avez lâché le mot. Ah, okay. C'est pas à moi de le dire. D'accord. C'est un constat, c'est un fait. Voilà. N'importe quel officier qui n'est pas de ce clan te dira en cachette, puisque les gens même se cachent pour donner des informations, parce qu'à un certain moment, ils se sentent eux-mêmes en inconformité avec l'aspiration réelle du militaire ou du métier des armes. Au Togo, c'est pas la même chose qu'au Ghana, qu'au Bénin et ailleurs, quoi. C'est pas la même chose. Au sein de l'armée togolaise, tout est verrouillé. Tout est verrouillé et pour que les militaires s'expriment, il faut vraiment que les gens aient des couilles. Voilà. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Donc là, carrément, je nettoie de ma mémoire que l'armée togolaise n'est pas une armée républicaine. Je pense que tout ce qu'on dit jusqu'à présent peut amener chacun d'entre nous au fait à se dire que on peut pas vraiment concevoir que c'est une armée républicaine et que c'est une armée, je sais même pas comment la qualifier, mais qu'est-ce qui expliquerait que cette armée, l'armée togolaise notamment, soit considérée comme une des armées les plus répressives de type colonial en Afrique? Quand on parle de type colonial, moi, je ne suis pas d'accord, parce qu'on n'est plus dans la colonisation. L'armée togolaise aujourd'hui n'est pas dirigée par
les, certains, les expatriés, non. Ok. L'armée togolaise est dirigée par des Togolais. Des Togolais qui manquent de volonté de transformer cette armée pour mettre le personnel de l'armée sur le chemin du patriotisme. Vous savez, le Togo a des lois. Depuis même, juste après la conférence nationale, le Togo s'est doté d'une constitution. Vous savez que nous, par exemple, c'est par curiosité, nous avons lu et nous avons eu à étudier ou à apprendre, à appréhender la constitution de notre pays. C'est par curiosité. Sinon, au sein de toute l'armée, on n'en parle pas. La constitution, on n'en parle pas. Non, je n'arrive pas à croire. Et quand vous allez, oui, vous allez à la formation, quand tu dis, à la formation de base commune. Oui, ok. Au cours de la formation de base commune, par exemple, aujourd'hui même, ça se passe. Les chansons pour apprendre aux militaires comment marcher au pas, les chansons qui galvanisent les militaires au sport ou dans le jogging, le nord de Fort Gnassingbé intervient toujours. Voilà. Donc, vous êtes en jogging dans la ville et vous chantez en l'honneur de celui qui dirige le pays. Vous appelez son nom, tout comme on a fait au temps de son père. Dans les chants pour apprendre à marcher au pas, oui, on le constate également. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on est en train de faire un lavage de cerveau à ces militaires. On les endoctrine, on les détourne même du patriotisme. On les détourne même du devoir, du devoir qu'ils ont vis-à-vis de la nation. Et on leur présente quelqu'un. Toute la formation, au cours de toute la formation, c'est le nom-là que vous allez entendre dans les chansons. Cela veut dire que, en tant que jeune militaire, apprenant militaire, on vous montre quelqu'un qui est ton Dieu, qu'il est votre Dieu. Voilà. Le culte de la personnalité a atteint ce niveau-là dans la Le culte de la personnalité, exactement. Fort Gnassingbé le fait actuellement. Ça se fait au niveau des écoles de formation. Alors, est-ce que tu as le sentiment que finalement, dès le départ, dès la formation du jeune soldat, il est volontairement séparé finalement de la population civile? Il est préparé finalement à servir des intérêts politiques, en quelque sorte déjà? Oui, dès le départ, c'est ça qu'on ressent. On ne vous dit rien par rapport à la population. Des fois, on vous dit même que vous êtes supérieur aux civils. On fait tout pour vous dire que vous êtes au-dessus des civils. Ah oui. Et que vous n'avez pas... Voilà, on les prépare comme ça et quand ils quittent la formation commune de base, ils arrivent... à Lomé, il y a une manifestation, les déversent en ville. Voilà, ils se demandent, mais celui-là, il est notre Dieu. Pourquoi vous venez raconter des histoires sur lui? Le militaire même se met en colère contre le civil qui, on dirait, ne respecte pas celui que lui craint comme un Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, moi, depuis 2013, j'ai commencé à envoyer des messages au sein de l'armée. C'est ça. Pour qu'un temps soit peu, que certains d'entre eux comprennent que ce n'est pas la voie à suivre.
et que leurs supérieurs ne les mettent pas sur la bonne voie. Je vais vous raconter une petite histoire de 1966, je n'étais pas encore né. En 1966. Voilà. C'est nos parents qui nous ont raconté cela. Après l'assassinat du premier président Sylvanus Olympio, ils ont fait appel à Grunitzky, à Nicolas Grunitzky. Tout à fait. Ouais, pour diriger le Togo. Quelques mois, quelques années plus tard, il y avait des problèmes entre Grunitzky et Meachi. Antoine Meachi. Voilà. Donc, jusqu'à un certain moment, la tension était très vive. Et le Togo ne progressait plus. Il n'y avait que des querelles. La confusion, les querelles, rien ne marchait. Mais en ce moment, ceux qui dirigeaient l'armée togolaise n'étaient pas instruits. Hein. N'étaient pas instruits. Oui, c'est ça le paradoxe. Ouais. Voilà. Il y avait le colonel Assila, Kofi Congo, bon, c'était eux qui étaient un peu instruits. Kofi Congo, intello, parce que lui, il a fait Saint-Cyr en ce moment. Mais les autres, c'est des anciens de l'armée française. Hein. Mais quand ça n'allait pas, ça tournait mal, ils ont formé une délégation. Après un débat au haut sommet de l'armée, ils sont allés demander à Grunitzky de démissionner. Tout à fait. Pour que la paix revienne. Donc Grunitzky et Meachi, on les a balayés et ils ont mis le colonel Kleber Dadjo à la place de Grunitzky. C'est après une année pratiquement que Eyadema, lui aussi, il est venu, il a arraché le pouvoir par la force. En ce moment, il n'était pas instruit. C'est ce qu'il faut faire. L'armée, quand ça ne va pas, quand le pays tourne mal, l'armée se réunit et va voir le dirigeant. Fais ceci, rectifie le tir comme ça. Si tu ne le fais pas, nous serons obligés de venir te dégager. Ou certaines personnes, certains militaires, ils ne préviennent pas, ils s'entendent, ils dégagent les gens qui sont au pouvoir pour que les choses reprennent autrement. Mais au Togo, depuis 90, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Jusqu'à aujourd'hui. Le Bénin nous a surclassés maintenant. Le Ghana, très loin. Le Burkina, qui avance. Même le Niger, la fois, tout dernièrement, avance à grands pas. Le Mali, le Sénégal, tous les autres pays évoluent. Mais nous faisons sur place. Et l'armée togolaise aussi ne dit rien jusqu'à aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a une certaine inconscience qui est installée, inconscience ou un refus de faire en sorte que notre pays aille mieux, quoi. C'est ce que nous déplorons et nous allons continuer par crier pour ça. Nous allons continuer à crier pour ça, pour qu'il y ait un éveil de conscience au sein de l'armée. On ne sait pas vraiment si ce noyau dur et puis les noyaux périphériques parlent toujours d'une même voix, sont toujours tenus par le pacte du silence, disons ça comme ça entre guillemets. Lors de sa dernière sortie vidéo, Madame Yakadé a lancé un appel aux FATS, aux forces armées togolaises, pour qu'elles prennent leurs responsabilités et peut-être pour une première fois pour se ranger du côté du peuple togolais opprimé. Est-ce que tu penses que cet appel pouvait trouver quand même un écho au sein des forces armées togolaises? Ou peut-on penser raisonnablement que aujourd'hui, dans cette armée-là, il y a une frange ou des petites franges qui sont quand même républicaines et qui prennent conscience de la gravité de la situation de notre pays? Voilà, docteur.
écoutez, quand Madame Nyakade a fait cette sortie, j'étais très heureux parce que je me suis dit que je ne suis plus seul. Il y a même jusqu'à l'ancienne ministre de la Défense, une grande sœur. Mais j'étais tout heureux. Je n'en revenais même pas. Et je me dis que tout ce que je disais, les gens écoutent, mais sont dans leur silence. Mais cette femme, c'est une très brave femme. Et pourquoi elle a été mise sous éteignoir? Parce que ça a commencé par casser les méninges des soldats. Si Madame Nyakade est allée jusqu'à dire cela, c'est que c'est une réalité et qu'on leur cache beaucoup de choses. Les militaires, certains quand même, ont commencé par prendre conscience. Vous ne voyez pas que, entre-temps, M. Ferdinand a déclaré qu'elle a été frappée. Parce que l'armée, la question de l'armée au Togo, là, c'est quelque chose pour eux, pour ce noyau dur et les gens qui tournent autour du pouvoir. Il ne faut pas toucher cela. Est-ce que vous aurez remarqué que les hommes politiques au Togo ne parlent jamais de l'armée? Parce qu'il suffit de parler de l'armée. Moi, j'en ai parlé en 2013, ça m'a emmené à la prison de Mango. Tout ça là pour effrayer les gens, pour semer la peur. Voilà, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas le courage de toucher ce sujet-là. Dans les débats sur les radios, tout ça là, au Togo, personne n'en parle. Parce que le régime a mis un épouvantail autour de ce sujet pour que l'armée soit seulement pour eux. Agbeome a touché ce problème en 2020. M. Faure a réagi le lendemain en même temps. Voilà, c'est pour cela, entre-temps, j'avais encouragé tous les Togolais de là où on ne veut pas qu'on touche là, c'est là-bas qu'on doit toucher. La question de l'armée là, il faut en parler. Parce qu'on ne peut pas prendre l'argent du contribuable, entretenir une armée et qu'on transforme en milice. C'est inacceptable. Mais jusqu'à aujourd'hui, nous les Togolais, on accepte ça. On voit un seul militaire disperse 5000 personnes. Un militaire même sans armes au Togo, il est tout puissant. Oui, on aura l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, justement. Voilà. Comment se fait-il que... Mais, je pose la question autrement, finalement. Mais est-ce que ce noyau dur est tellement si dur et impénétrable que qu'il soit tout le temps impassible aux revendications du peuple togolais, au mouvement contestataire, au soulèvement? Est-ce que ce noyau est tellement si dur et impassible au point que rien ne puisse pénétrer justement ce noyau dur-là? Je te donne un exemple. Souvent, moi, quand j'écoute l'ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je pense qu'il n'est plus maintenant le ministre de ce département-là, je parle de Yak Damran. Quand ce monsieur parle, et puis bien d'autres également, quand il parle, j'ai l'impression qu'ils sont imperturbables, au fait. Ils sont impassibles. Ils sont tellement sûrs d'eux-mêmes que rien ne puisse se produire qui puisse affecter, toucher ce noyau dur là. Est-ce que le noyau dur là est tellement si dur et impassible à ce point? Non, et je ne dirais pas qu'ils sont aussi... on ne peut pas les pénétrer. Vous savez, ce noyau dur, dont je ne vais pas passer par 4 chemins. C'est les mutineries au sein des casernes qui bousculent ces noyaux durs. Souvent, l'heure des mutineries, là, on les maîtrise tous. C'est ça la vérité. Ils sont connus. Ils sont connus. Ils se font entourer par leurs fidèles. Tu prends par exemple, on va reculer un peu, entre-temps, le Narcisse Djoua.
Mais il faisait partie du noyau dur. Et il a pour lui seul, non seulement il a le régiment, mais il a une petite section, une compagnie solide au sein de tout le régiment. Un régiment, au moins combien de bataillons? Au moins 2 bataillons, ça fait 800 personnes. Parmi les 800 personnes, il a au moins une centaine qui sont autour de lui et qui disposent du matériel 24 heures sur 24. Alors que les autres, avant, c'est quand tu as une mission où tu vas à la garde, qu'on te donne le matériel. Mais lui, ceux qui sont autour de lui, ils ont les moyens. Donc, si tu es un militaire caché quelque part en train de dire des choses sur le régime, c'est parmi les 100 là, on envoie 4 pour te chercher. Ils ont le matériel, vous n'avez rien. Vous allez faire quoi? C'est ça la réalité au sein de l'armée togolaise. D'aucuns diront que Kadanga, mais Kadanga, quand il était à la FIR, à la BIR, c'était la même chose. Et après, quand il était affecté à l'état-major, tu es plus administratif que combattant. Donc, à l'état-major, il ne peut pas partir avec les 100 personnes. Voilà, c'est pourquoi le chef d'état-major, il est à la tête de l'armée et il a des gens, les autres chefs d'état-major, terre, air, mer, qui sont autour de lui. Et par exemple, c'est l'armée, le chef d'état-major de l'armée de terre qui commande les chefs-corps. Les militaires qui sont dans les casernes, c'est les chefs-corps. Et les chefs-corps rendent compte au chef d'état-major de l'armée de terre. Et les chefs d'état-major de l'armée de terre rendent compte au plus haut sommet. Voilà. Dans une armée moderne, une armée républicaine, le chef d'état-major est tout puissant. Voilà. Et le président de la République ne peut pas s'adresser à un chef-corps directement sans passer par le chef d'état-major. Alors qu'au Togo, le chef-corps, lui, il zappe son chef hiérarchique, il zappe le chef d'état-major et il parle directement au président de la République. C'est pourquoi on dit que l'armée togolaise n'est pas une armée professionnelle, c'est pas une armée républicaine. Mais quand une armée est républicaine, elle est quoi? Elle exécute les ordres d'un président démocratiquement élu. Voilà. Si le président n'est pas démocratiquement élu, il ne peut pas leur donner des ordres. Maintenant, au Togo, c'est l'armée qui aide, par exemple, à frauder les élections, à se mettre derrière le président mal élu, et ils exécutent les ordres. Donc, c'est comme une combine, une complicité. C'est la réalité sur le terrain. C'est la réalité sur le terrain. Je signale à ceux qui viennent donc de nous prendre en chemin que l'émission d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui, je vous l'ai dit que on va toucher à des questions vraiment importantes, mais nous restons quand même prudents sur certains points sensibles, et ça, c'est très important pour nous. Parce que vous connaissez certainement le parcours de notre invité spécial. Donc, il y a certaines informations qui peuvent être partagées là, comme ça, dans un tel live. Mais il y en a d'autres, au fait, sur lesquelles, voilà, nous ne pouvons pas nous étaler. Et donc, l'émission d'aujourd'hui a un double objectif. Le premier objectif, c'est, nous l'espérons, avec beaucoup de modestie, nous espérons contribuer à la sensibilisation donc du corps armé togolais, donc des forces armées togolaises, pour qu'elles prennent conscience de leur devoir républicain, et surtout à partir de demain où le M66 lance une série d'appels à la mobilisation citoyenne et populaire. Donc, nous aimerions, à partir de cette émission, sensibiliser les forces armées, pour celles qui ont la chance de nous suivre, de nous écouter présentement, et que notre voix aussi leur parvienne, ceux qui ne peuvent pas nous suivre, là, que notre voix leur parvienne à travers d'autres canaux. Et puis, le deuxième objectif, c'est pour nous aider, nous, la population togolaise, à ne plus vraiment avoir trop peur
des forces armées togolaises, parce qu'il y a une peur pratiquement inconsciente, il y a une peur sur laquelle on reviendra dans la deuxième partie de cette émission, qui nous met souvent en échec, qui met souvent en échec notre volonté, qui fait que nous avons tellement peur des soldats. Donc c'est pour nous préparer, nous sensibiliser par rapport à ça, pour que demain, lorsque nous allons sortir, que nous prenions conscience que l'armée togolaise, normalement, a le devoir de nous protéger et que nous ayons le courage de transcender finalement cette peur à l'intérieur de nous pour aller au bout des aspirations que nous portons pour notre pays, notre chère patrie le Togo. Donc nous sommes en compagnie avec le commandant Olivier Amand, président d'association Civito. Nous on en entendait parler beaucoup dans les années 2000, 2010, je dois dire 2010. Défenseur des droits humains, rescapé de la répression militaire au Togo. Surtout citoyen togolais resté fidèle au peuple malgré la violence du régime dont il a été victime. Je l'ai dit au début, commandant, il est commandant, donc du coup commandant de la gendarmerie. Donc nous ne sommes pas avec, vous m'excusez l'expression, je pense que cela vaut la peine de le dire, avec n'importe qui, entre guillemets, comprenez ce que nous voulons dire. C'est quelqu'un quand même qui est resté fidèle à son engagement moral, qui est resté fidèle à ses valeurs, et je pense que c'est une référence, un modèle pour nous. Et donc c'est avec lui que nous sommes en train de discuter dans cet entretien. Et commandant, la question que j'ai pour toi elle est la suivante. Donc là, tu déballes beaucoup de choses de façon très cohérente, et je dois le souligner. On n'en entend pas souvent parler, hein, c'est ce que je dois dire, peut-être rarement. Pourquoi il est quasiment impossible pour un soldat de dénoncer les abus sans risquer sa vie? Tu nous as parlé des frustrations, mais généralement, beaucoup n'osent pas aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des pressions, des menaces que subissent les militaires qui refusent, par exemple, d'obéir aux ordres reçus de aux ordres injustes, évidemment, aux ordres injustes reçus de leur chef hiérarchique? Oui, avant de revenir sur cette question, je voudrais dire aux Togolais que dans une armée républicaine, le chef d'état-major peut dire non au président de la République. Ça s'est passé en France. Ça se passe ailleurs. Au Sénégal, Macky Sall, au temps de Macky Sall, contre les dirigeants actuels, à un certain moment, ils ont dit non et ils ont été limogés. Voilà, une armée républicaine peut ne pas, à un certain niveau, exécuter les ordres du président de la République. Donc, au Togo, vous dites pourquoi il est quasi impossible. C'est ça. Voilà. Que les militaires qui reçoivent des ordres injustes, par exemple, ne puissent pas désobéir. Est-ce qu'il y a des menaces ou des pressions sur eux? Ouais, d'abord, c'est parce que ces militaires ne connaissent pas leurs droits et devoirs. En toute sincérité, ils n'ont que quelque chose dans la tête, c'est la base de la discipline, l'obéissance entière. Et vous savez, je vais vous réciter une partie de la base de la discipline qui est ancrée dans l'esprit du soldat. Voilà, ça commence comme ceci. Et quand, à la formation commune de base, tu dois réciter cela, hein, déjà 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois de formation, dès le départ, tu dois avoir ça dans la tête. Voilà. La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout subordonné obtienne de ses... tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants. L'ordre donné doit être exécuté littéralement, sans hésitation ni murmure. Et la réclamation n'est permise au subordonné que lorsqu'il a obéi. Ça, tous les soldats connaissent cela. Et c'est ça même le ciment de la soumission. Voilà. Au même moment,
quand vous prenez la Constitution de 1992, il y a un article 21, il y a un article au sein de cette Constitution que tous les Togolais ont voté. Et cet article 21 dit quoi? Oui. Partagez, soutenez-nous s'il vous plaît. Partagez. L'article 21 de la Constitution de 1992. La personne humaine est sacrée et inviolable. Par exemple, le soldat togolais ne connaît pas ça. C'est à travers les réseaux sociaux et les radios sur place que j'ai vulgarisé cela. Et ça m'a amené là-haut, vous savez. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Le soldat togolais ne connaît pas ça. Nul ne peut se soustraire de la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Voilà. Et comme on dit, la Constitution est au-dessus de toute chose dans un pays. Dans un pays, oui. Donc, naturellement, le législateur devrait tenir compte de ça et faire en sorte que qu'on adapte cette base de la discipline à l'article 21 de notre Constitution. Ça n'a jamais été fait. Alors, quand vous prenez par exemple l'armée ghanéenne, oui, l'armée sénégalaise, tu fais très bien justement de faire cette perspective comparative parce que à mon avis, ça mérite vraiment de savoir qu'est-ce qui se fait dans d'autres armées, au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso. Est-ce que c'est les Togolais, est-ce que c'est l'armée togolaise qui est seulement restée à ce stade-là jusqu'à aujourd'hui là? Je ne connais pas, mais quand vous prenez l'armée tchadienne, elle ressemble également à l'armée togolaise. À l'armée togolaise, ok. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres armées en Afrique qui ont évolué. Vous prenez par exemple l'armée française. Quand vous les voyez, vous voyez un militaire. Le militaire sait que le maintien d'ordre dans la rue, c'est pas son devoir, ça. Le militaire le sait. Vous venez au Ghana, le militaire ghanéen connaît ses droits et son devoir. Et leur règlement au sein de l'armée est réadapté à leur constitution. Et quand vous voyez les militaires ghanéens, nous avons vu même sur les réseaux sociaux, lors du Covid-21, non, je pense. Covid-21, c'est ça. Donc, il y avait un quartier il y avait un blocus sur un quartier. Il y avait un militaire qui était en faction. Covid-19, pardon. Merci de nous. Souvent on dit Covid-19, 20, c'est ça, 19 qu'on dit souvent, oui, c'est ça. Covid-19, pardon. Voilà, Covid-19. Le militaire était en faction, il y avait deux civils qui se sont approchés pour sortir. Le militaire refuse. Il y a un qui est devenu, qui avait pris un coup de colère contre le militaire, et le militaire l'a giflé. Quand le militaire l'a giflé, il a rendu cette gifle au militaire. Et ils ont commencé par courir. Le militaire avait son arme, mais a couru un peu derrière ces civils et puis s'est arrêté. Voilà. Parce qu'il connaît son devoir vis-à-vis de la population. C'est ça. Ça aurait été, par exemple, le militaire togolais, il aurait ouvert le feu sur les deux individus.
Et après, il va venir dire qu'on a voulu arracher son arme. C'est pourquoi il a tiré. Tu vois, ça fait pas rire, mais... Tout comme ce qui s'est passé quand, je pense en 2022, non? Le laveur de véhicules qui a été tué froidement à Tochi. Ah, j'ai pas appris ça. Donc, il faut absolument éduquer les militaires togolais, en toute sincérité. C'est ce qui fait que ils n'arrivent pas à désobéir pour le moment. Mais avec les sensibilisations, à un certain moment, ils vont prendre conscience et ils vont désobéir. Bon, qu'est-ce qui se passe dans l'armée togolaise? Les gens qui ont pris conscience, à un certain moment où on leur donne des ordres qui violent les droits de l'homme, ils désobéissent et puis ils désertent. Vous aurez pu remarquer que ces derniers temps, il y a beaucoup de désertions au sein de l'armée. Oui, c'est vrai. Parce que tu désobéis, la sanction, on ne peut pas savoir quelle forme la sanction va prendre. Ok. Voilà. Il y a des mesures disciplinaires, non? Normalement, les mesures disciplinaires, on les connaît. Absolument, les mesures disciplinaires, même de très haut niveau. Vous ne faites pas attention, même vous serez radié, parce que vous avez désobéi aux ordres. Mais apparemment, c'est arbitraire, finalement. Apparemment, ces mesures disciplinaires sont arbitraires. Elles sont appliquées à la tête du client, finalement, si je suis bien ta logique, là. Oui, il y a certains militaires togolais, par exemple, ils désobéissent. Et bon, on les sanctionne 30 jours d'arrêt de rigueur, après on les libère. Mais il y a d'autres qui désobéissent et puis la grande sanction tombe. Si tu désobéis à un chef, à un de tes chefs hiérarchiques qui n'est pas dans le noyau dur, donc tu comprends? Oui, je comprends tout à fait. Mais tu désobéis à quelqu'un qui est dans le noyau dur, tu as tous les problèmes. Tu as tous les problèmes. Vous voyez par exemple le lieutenant Aglan qui est en détention actuellement. Je ne sais pas s'il a été libéré. Hein? Il n'est plus dans l'armée. Mais à un certain moment, il a pris position par rapport à la politique de notre pays. Il a pris position. Ils sont allés le chercher. Ils sont allés le chercher. Donc, voilà, le militaire togolais n'arrive pas à désobéir parce qu'il a peur. Et non seulement il a peur, il ne connaît pas ses droits et devoirs. Certains qui les connaissent, quand ils désobéissent, ou soit ils prennent le large, ou ils prennent des sanctions. Et ces sanctions aussi, c'est en fonction de ton importance au sein de l'armée. Voilà. Est-ce qu'on peut entrevoir des cas où des soldats désobéissent en meute, par exemple, en équipe? Parce que là, ce que je peux aussi, ça c'est moi qui le vois peut-être naïvement, mais quand on désobéit individuellement, quand on est un, quand on est deux, quand on est trois, on devient très facile, on est exposé. Mais peut-on désobéir finalement dans l'armée en le faisant en groupe, par exemple? Évidemment, ça rejoint un peu des formes de mutinerie, mais est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'on est mieux protégé ou on est toujours exposé? Absolument. Quand on est en meute, on est protégé. Quand les militaires, par exemple, d'une caserne, désobéissent ensemble, c'est le chef-corps qui est visé. Maintenant, on tape sur le chef-corps. Voilà. Et ce que les militaires obtiennent, veulent, on leur donne cela. Et après avoir tapé sur le chef-corps, maintenant, quand le calme revient, on recherche maintenant les meneurs. Oui, c'est ça. Les meneurs, et on les disperse dans des casernes éloignées. Il y a eu ça dans l'armée, dans les années 90-91.
Et il y en a eu également dans les années 98-99 avec le contingent togolais qui est revenu de Centrafrique. Voilà, mais il y a eu des groupuscules qu'on a matés. Par exemple, certains soldats se sont rebellés en Côte d'Ivoire à cause de leur prime et de la façon dont ils sont nourris. Ils n'étaient pas nombreux. Mais bon, quand les chefs ont levé la tête, c'est les meneurs qu'on a regroupés, on a frappé, on les a radiés. Voilà, donc quand il y a une réclamation en meute, il faut que cette réclamation aille jusqu'au bout. Sinon, on reviendra vous chercher. Mais ça montre justement qu'il y a des choses qui sont quand même possibles. Hein. C'est même si peut-être la formation, même si la formation a contribué à endoctriner, a contribué à cultiver une forme d'ignorance de leurs droits, de leurs devoirs. Je pense quand même que ce sont des êtres humains réfléchis quand même, et que dans tous les cas, ce ne sont pas des gens du coup primaire qu'on recrute au fait pour faire partie de l'armée. En tout cas, ceux qui nous écoutent, je pense que vous pouvez quand même faire preuve de réflexion morale, de réflexion intellectuelle pour savoir comment s'organiser. Tu disais quelque chose entre-temps et tu as très bien fait, cher commandant, donc de rappeler le contenu de l'article 21, donc de notre vraie constitution, qui interdit par exemple la pratique des actes inhumains, dégradants sur les civils et tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que certaines unités de gendarmerie soient transformées finalement en des lieux de torture, en des lieux de pratiques inhumaines, dégradantes finalement? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce qui se passe, c'est que ces unités de la gendarmerie, ces gendarmes ont pris fait cause pour le régime en place. Voilà, alors que s'ils avaient connu leurs devoirs et leurs droits, je parie que certains d'entre eux auraient refusé aux autres de commettre ces actes. On comprend. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Vous savez, le capitaine Sankara a toujours dit que un soldat qui ignore la loi, un soldat ignorant des lois est un danger permanent pour la population. Voilà. Et ça, si moi j'étais chef pour sanctionner, le chef-corps de la gendarmerie devrait être remplacé immédiatement parce que lui également, il ne connaît pas ses devoirs, il ne connaît pas ses droits. Parce qu'en les connaissant, cela devrait réjaillir sur les soldats, les gendarmes qui sont dans les unités de brigade, tout ça là. Souvent, on dit que dans une caserne, les soldats se comportent où il y a une certaine, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une certaine affinité où le soldat regarde son patron et il agit en fonction de son humeur. Si vous êtes un chef-corps tortionnaire, le dernier soldat sera tortionnaire. Parce que le soldat imite beaucoup le comportement de son chef-corps. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui est regardant, tu veux savoir ce qui se passe par exemple dans les brigades. Et quand tu fais le tour, tu regardes le registre de garde à vue, tu regardes l'état de ceux qui sont en garde à vue, tu regardes leur corps. Si quelqu'un est touché, le gendarme qui touche la personne, il est sanctionné sévèrement. Et ça fera que les autres auront peur. Si un gendarme qui viole et il est remis aux tribunaux ou au tribunal militaire, ça va agir sur les autres. Bon, si vous êtes un chef-corps, vous encouragez qu'on frappe, qu'on torture,
Mais les gens vont se comporter à tous les niveaux comme tu le veux. Voilà. Donc, en toute sincérité, tout ce que nous faisons ici, à travers les réseaux sociaux, ça réveille certains esprits au sein de l'armée togolaise. Ça réveille, hein? Ça réveille. Dans le temps passé, c'est à travers les tracts, les tracts 90, 91, 92, même jusqu'en 2005. Les tracts envahissent les casernes et c'est ça qui a fait que beaucoup de soldats ont changé de mentalité et ont mené des mutineries qui étaient limitées en 91 pour réclamer leurs droits, pour réclamer les primes de logement, l'élévation des salaires. Tout ça là, c'est les tracts qui ont réveillé nos soldats. Aujourd'hui, c'est sur l'initiative de la population togolaise, de la population civile, ou bien c'était d'autres soldats qui prenaient conscience de la réalité que vous viviez, que les gens vivaient à l'époque, que les soldats vivaient, et distribuaient les tracts, ou bien c'était vraiment sur l'initiative de la population civile? La population civile, y compris les militaires. Ok. Vous savez, même lorsque les civils fabriquent les tracts, ce sont les militaires qui les réceptionnent. Et entre 1h et 2h, ils font le dépôt. Et le lendemain, jusqu'au lendemain, le vent aussi aide. Et ça s'éparpille dans la caserne. Et tout le monde, même les plus radicaux contre l'opposition, ils les lisent. Et par inadvertance, certains changent de mentalité. Les chefs corps même qui étaient très méchants envers les démocrates, et ça va dans leur bureau, ils prennent connaissance de cela. Et souvent ils disent, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent encore? Et il est obligé de lire. Et là, après lecture, ils sortent pour essayer d'intimider, de dire aux soldats de ne pas considérer ce que c'est les écrits. C'est tout comme aujourd'hui, on dit dans les casernes, on dit aux soldats de ne pas écouter Monsieur Ferdinand Ité les dimanches, de ne pas nous écouter, nous sommes des faux, nous sommes des attardés, nous sommes des criminels, on nous donne tous les noms d'oiseaux pour éviter que les soldats nous suivent. Et quand ils le font, il y a certains qui arrêtent de nous suivre, mais il y a d'autres qui continuent. Donc, si vous voyez l'armée togolaise aujourd'hui, il y a des camps, mais c'est en sourdine, les gens n'en parlent pas, mais ils ont des choses dans le cœur. Ils ont des choses dans le cœur et c'est très encourageant de savoir que, et là, je souligne au passage qu'au moins 3 fois déjà dans notre entretien, tu as mis l'accent sur l'importance de l'éducation des militaires, et tu le disais aussi autrement, la question de l'armée, il faut vraiment en parler, il faut vraiment en parler. Et ce qui me sublime, c'est de savoir aussi que, mais c'est finalement la population civile, tout au moins c'est une partie de la population civile, contribue et fait des efforts pour que les militaires puissent se ressaisir, puissent prendre conscience, en fait, finalement, de leurs droits, de leurs devoirs même. Et ça, je pense que c'est un mérite qu'il faut souligner. Et donc, du coup, finalement, la population civile ne croise pas les doigts. La population civile même milite en quelque sorte pour que les forces armées puissent prendre conscience finalement de leurs devoirs républicains. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Donc, d'écouter ça. Si tu permets, avant qu'on aborde la deuxième partie de notre entrevue, je signale qu'on va quand même tout faire pour respecter, pour tenir dans le temps, parce que tu as d'autres obligations, tu m'en as parlé également. Mais on peut néanmoins clôturer cette partie en disant que il y a certains soldats qui prennent conscience de tels actes de barbarie, de tels actes inhumains et dégradants, mais quelque part ils sont contraints d'agir à contre-cœur. Est-ce qu'on peut soutenir une telle affirmation? Est-ce qu'il y en a certains finalement, mais vu la situation, sont obligés d'exécuter les ordres injustes à contre-cœur? Oui, il y en a qui agissent à contre-cœur. Et vous aurez remarqué que
ceux qui agissent à contre-cœur, quand vous les voyez avec les manifestants, vous le sentez. Bon, ceux qui agissent par zèle aussi, cela se fait voir. Parce que certains militaires sont conscients qu'un civil non armé, hein, il faut le disperser, c'est tout. Il faut disperser des groupes sans les toucher. Certains sont conscients. Mais il y a d'autres qui s'énervent. Voilà, je voudrais profiter pour dire à tous les soldats qui seront désignés pour le maintien d'ordre que quand un agent de maintien d'ordre est dans la rue, il ne se met pas en colère contre le manifestant. Parce qu'il doit savoir que lui, militaire ou policier gendarme, c'est lui qui représente l'État dans la rue. Donc, en le lapidant, c'est l'État qu'on lapide. En fait, ce n'est pas eux qu'on lapide. Voilà. On les lapide pour toucher l'État. Mais par contre, eux ne doivent pas se mettre dans une colère noire pour chercher à écraser ceux-là qui sont en train de les lapider. Ils doivent continuer par demander du matériel conventionnel pour disperser les manifestants. Vous savez, les gaz lacrymogènes, ça pique. Si un gaz lacrymogène explose devant vous, vous ne pouvez pas tenir là-bas. 2 minutes même, vous ne pouvez pas. Vous serez obligé de quitter. C'est avec ça on disperse la foule. Et quand cette foule résiste, il y a les boucliers, il y a les bâtons. Là, on rentre dedans, on les bouscule, sans chercher à les tuer, ni à les blesser. C'est pourquoi le bâton de protection, c'est-à-dire le bouclier et le bâton, c'est comme un minon di roba, et le sibe roba dene. Roba keola te moulon tochan. Et c'est avec ça, on te donne un coup dans le dos pour que tu puisses te dépêcher. Mais dans le maintien d'ordre, il n'y a pas d'animosité. Mais c'est bien. Mais ce que nous voyons, voilà, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux là, mais on dirait que certains sont déchaînés comme des chiens enragés contre la population. Mais quand c'est comme ça, et la population s'organise bien, ces zélés-là, c'est eux qui prennent les gros coups. Si vous êtes organisé dans un vent, les véhicules qui rentrent dans les vents pour poursuivre les enfants dans les maisons là. Mais si les gens sont organisés là, au maintien d'ordre, on ne rentre pas dans les maisons. On ne lance pas les gaz dans les maisons. Quand un manifestant arrive à rentrer dans une maison, la rue est dégagée, ça va. Mais les pourchasser jusque-là, cela veut dire... Dans leur maison, dans leur chambre, dans leur salon. Voilà. Les poursuivre jusque-là, ça veut dire que tu ne fais plus de maintien d'ordre, tu fais la chasse à l'homme. Et ça veut dire que tu as pris fait tes causes pour ceux qui sont au sommet de l'État et tu agis en conséquence. Et quand les civils sont organisés, les zélés comme ça là, c'est eux qui sont pratiquement phagocytés par la foule. Et ça arrive. Où certains gendarmes, policiers ou militaires perdent la vie. C'est ça. Est-ce que quand même, cher commandant, est-ce que les civils, s'ils s'organisaient pour s'attaquer, mais nous ne le souhaitons pas, mais s'ils s'attaquaient à ces individus qui pourchassent la population civile, certains groupes civils, jusque dans leur maison, s'ils s'organisaient et portaient malheureusement atteinte à la vie ou blessent tout simplement ces soldats-là, est-ce que les civils sont dans leur droit dans ce cas-là? Absolument. Cela s'appelle la légitime défense. C'est tout comme ceux qui sont également au maintien d'ordre, ils ont le droit à la légitime défense. Par exemple, un manifestant qui est armé d'une arme à feu, contre eux, ils sont en légitime défense. De la même manière, le manifestant qui rentre dans une maison, un soldat rentre dedans, le suit, c'est la légitime défense. Et ça, aujourd'hui, il y a un tribunal militaire au Togo. Quand il y a des cas comme ça, c'est le tribunal militaire qui se saisit de ça, fait une enquête
et envoie le cas au tribunal pour juger. Ouais, lorsque le civil est en état de légitime défense, mais il est protégé. Il est protégé. C'est pour cela, au maintien d'ordre, quand un manifestant est armé, on arrive à le maîtriser, on le présente au procureur. Mais les autres, on n'est pas obligé de les arrêter. Hein. On les disperse et puis ça s'arrête là. Mais au Togo, ce qu'on a remarqué, on cherche toujours à arrêter. Normalement, s'il faut arrêter, c'est les meneurs. Les meneurs qui sont violents. À défaut d'arrêter les meneurs violents, on arrête les passants. Et là, ça devient un problème pour les juges. Est-ce que tu penses que la population civile est suffisamment éduquée à ça? Parce que c'est quand même désolant, c'est vraiment révoltant de constater que il y a des soldats qui poursuivent, comme on est en train de le dire depuis quelques minutes déjà, qui poursuivent les groupes civils, des individus jusque dans leur maison, jusque dans leur chambre. Et on les voit comment ils déchaînent leur animosité et brutalité sur des femmes, sur des personnes âgées. Mais j'ai l'impression que des fois, on est impuissant, les groupes civils sont impuissants, ils assistent à ça de façon impuissante. Et est-ce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas justement leurs droits dans ces cas-là, par exemple, pour se protéger contre ces soldats trop zélés en quelque sorte? Vous savez, au Togo, les civils en général ont trop peur du militaire. Je voudrais leur dire cette nuit que ils sont des garçons, ils doivent s'organiser. Il faut avoir des couilles. Voilà. Devenez tous des soldats. Tous les jeunes du Togo, devenez tous des soldats. Quand un soldat rentre dans une maison, il n'est plus dans son droit de mener à bien le maintien d'ordre. Parce que dans le maintien d'ordre, c'est interdit. Ça, je pense que les gendarmes et les policiers sont au courant. Mais restent les militaires. Les militaires ne sont pas, c'est pour ça on ne doit pas les envoyer dans la rue pour le maintien d'ordre. Ils ne sont pas formés pour ça. Ils sont formés pour la guerre. Ils n'ont pas le droit d'être dans les rues. Mais au Togo, le système a fait du militaire l'épouvantail du civil. À mon temps, qu'est-ce qu'on faisait? Moi, avec mes gendarmes, quelque part, nous sommes en train de faire le maintien d'ordre conventionnel et les militaires arrivent. Moi, je décampe là-bas avec mes gendarmes parce que eux, là, faut pas qu'ils commettent des actes et après qu'on dise que c'est les gendarmes. Vous endossez ça, en fait. Oui. Voilà. Et ces militaires, souvent, ils n'apprécient pas, en tout cas des zélés parmi eux, n'apprécient pas notre manière de faire le boulot. Alors qu'ils ne savent pas que c'est ce que nous avons appris. Nous devons préserver la vie de tous les citoyens. Et qu'on arrête que les meneurs et les meneurs dangereux, pas tous les meneurs dangereux. Et oui, par exemple, un manifestant qui est armé. Voilà. Mais eux, le passant même qui est dans le secteur, c'est abousillé. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi ils ont besoin d'éducation. Par rapport au maintien d'ordre, on ne les briefe même pas. On leur remet des bâtons, des longs bâtons, des massues, des gourdins pour aller briser. Par exemple, vous avez vu comment le jeune Yannick a été... il a été fracassé, je dirais. Fracassé jusqu'à évanouissement. Les gendarmes ne peuvent pas agir comme tels. Les policiers non plus. Mais ceux qui l'ont fait, ils étaient en tenue de gendarmes, mais je vous dirais ici que c'est des militaires habillés en gendarmes. Ah, ça arrive souvent aussi? Comme ça? Le système togolais le fait. Ok. Le système togolais le fait parce que, à un certain moment, quand, avec les caméras, ils sont au banc des accusés partout à travers le monde.
Donc maintenant, pour cacher cela, si par exemple il y a des vidéos qui circulent, on dit non, c'est les gendarmes, c'est pas des militaires. Parce qu'on les accuse souvent qu'ils sortent les militaires. Mais eux, ils disent non, que nous, ce ne sont pas des militaires, c'est des gendarmes. Voilà, ils se défendent comme cela. Et ils s'organisent pour habiller les militaires en gendarmes ou en policiers. C'est ce qu'ils font au Togo. Chers amis, vous qui nous suivez, merci beaucoup pour votre fidélité d'être avec nous jusqu'à présent. Je vous encourage, vous voyez que les choses sont très intéressantes. L'émission répond à un double objectif. Le premier objectif, c'est de sensibiliser les forces armées togolaises à l'approche donc des mobilisations qui sont lancées par le M66, afin que les forces armées togolaises prennent conscience de leurs devoirs républicains et réalisent que leur devoir, c'est pas de brimer, c'est pas de jarrer leurs propres frères civils, mais juste au fait de les encadrer, de les accompagner à ce que leurs aspirations se soient attendues. Normalement, c'est ça leur rôle. Et donc, nous passons par cette émission justement pour contribuer à notre modeste échelle à cet éveil de conscience. Et le deuxième objectif, c'est pour que nous, les Togolais, nous, la population civile, nous puissions transcender notre peur, des fois une peur irrationnelle en quelque sorte. Cette peur que nous avons gardée, nous nourrissons, nous entretenons, donc des forces armées togolaises, il faut que nous puissions vraiment surmonter cela et que nous puissions prendre conscience, nous aussi, de nos droits. Et là, des informations très importantes sont en train de sortir qui peuvent vraiment nous aider à nous organiser parce que c'est pas tolérable que des forces armées, que des militaires débarquent jusque dans notre maison, tabassent les personnes adultes, les personnes âgées qui ne sont même pas dans la manifestation et qu'on les laisse sortir comme ça et puis nous on filme. On dit, mais on est des hommes, nous sommes des hommes, des garçons dans la maison. On laisse nos papas, nos mamans tabasser comme ça devant nous, on ne dit rien. Nous devons nous aussi prendre conscience donc de nos droits dans ce cas ou dans ce contexte. Voilà, donc pour en parler, nous sommes avec le commandant Olivier Ama, que vous connaissez très bien, qui est resté fidèle à ses valeurs, resté fidèle à son engagement malgré tout ce qu'il a subi de la part de ce régime jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons maintenant, dans les prochaines 30 secondes, commencer la deuxième partie de cet entretien. Alors, commandant, pour commencer la deuxième partie, je vais jouer